ces petites galettes au beurre, j'adore ça. Quand je serai sur mon tour de France, j'espère que le breton, apparemment c'est votre spécialité avec les crêpes, vous avez intérêt à assurer. Alors, question sur internet. Faut-il mettre un enduit étanche sur les murs d'un soubassement d'un vide sanitaire? Oui, bien sûr, faut faire une étanchéité, c'est une obligation. Ah bon? Une autre réponse. Oui, bien sûr, il faut faire une étanchéité. Et en plus, les parpaings, ça craint l'eau. C'est quoi cette question débile? Alors lui, non seulement il se permet de dire des conneries, mais en plus, il engueule la personne qui pose la question. Ça, c'est pas mal. Allez, il est temps de dire stop à ces idées reçues. Bonjour tout le monde, c'est Lumi, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle section qui arrive sur la chaîne, j'ai nommé Stop aux idées reçues. Vous savez, toutes ces choses qu'on voit sur chantier, que tout le monde fait, et c'est pas bon. C'est con à dire, hein. Pourtant tout le monde le fait. Et c'est des malfaçons. Les vidéos de cette nouvelle section seront en 3 parties. La première, je vous montre ce que tout le monde fait, et ce qui est pas bon en fait, c'est une malfaçon. Dans la deuxième partie, on va voir ensemble ce qu'il faut faire, la solution. Et dans la troisième partie, on va calculer les coûts, c'est-à-dire ce que coûte la malfaçon et ce que coûtent les règles de l'art, rien qu'en matériaux. Vous savez, tous ceux qui disent « Ah, mais si on respecte les règles de l'art, ça explose le budget ». Ah bon? Parce que c'est très facile de parler, de critiquer, mais par contre de poser de l'argumentation constructive, c'est plus difficile. Allez, c'est parti pour ce premier stop aux idées reçues spécial, vous voyez ici, étanchéité sur vide sanitaire. Voilà ce que tout le monde fait. On a nos fondations, notre soubassement. Ici, il est composé de 3 rangées de parpaings creux, une planelle qui va nous servir de coffrage, et notre plancher. Dans un vide sanitaire, il est souvent fait de poutrelles et d'ourdis, isolants ou non isolants. Donc vous voyez, on a un soubassement en parpaing creux, une planelle, tout ça c'est maçonné avec un mortier classique. Ici, bien souvent, notre terrain naturel est plus haut que notre fondation. Ça, c'est ce qu'on retrouve sur une grosse majorité de chantiers. Et pourtant, c'est pas bon du tout. Pourquoi c'est pas bon? Premier souci, les parpaings creux. Vos fondations doivent être hors gel. Or, votre soubassement, il y a de fortes chances qu'il y ait une partie qui soit hors gel et une partie qui soit dans la partie gel. Et le problème, regardez, c'est ce qu'on appelle les remontées d'humidité par capillarité. C'est tout ce que vous voyez, les petits traits en bleu. Donc là, vous avez de l'eau stagnante normale si le terrain est plus haut que les fondations, qui vont ensuite, cette eau va remonter dans les parpaings, passer par la planelle, remonter dans les murs de la maison, au-dessus du plancher et en dessous. Le problème avec les parpaings creux, qui sont dans la partie gel, ils vont se gorger d'eau. Et s'ils gèlent, ils vont éclater. Et ça, c'est pas bon du tout. Donc première erreur, des parpaings creux dans la partie gel pour le soubassement. Ensuite, cette fameuse planelle, alors elle a 2 gros défauts. Elle prolonge les remontées de capillarité, ça c'est le premier défaut. Et le second, ça dépend de votre zone de sismicité. Par exemple, moi je travaille beaucoup en zone 4, c'est-à-dire zone moyenne. Et pour ce genre de plancher, j'ai souvent un chaînage carré.
voyez, comme ceci, que je viens mettre pour ceinturer mon soubassement. Et ce chaînage carré fait minimum 8 cm de large, de côté plutôt, comme c'est un carré. Donc, on va faire le calcul. Souvenez-vous, tout béton armé doit respecter un enrobage. Dans les plaines, c'est 3 cm, sur le littoral, c'est 5 cm, voire bord de piscine. Donc, si on regarde ici, ma planelle va faire 5 cm, mais pour la caler, j'ai toujours un petit boudin ici de mortier allé de 1-2 cm. Donc, on va dire, elle fait 6 cm de large. Mes poutrelles du plancher, elles reposent toujours de 2 cm. Donc, si je fais 6 et 2, ça fait 8 cm, mon parpaing fait 20 de large, il me reste 12 cm. Mon chaînage carré fait 8 cm, il me reste 4 cm. Donc j'ai un enrobage ici le long de la planelle de 2 cm. Ça, c'est pas bon du tout. Sachant que pour rappel, j'ai des remontées de capillarité ici. Ok ? Troisième souci, alors là, c'est le plus rigolo, c'est ce fameux enduit d'étanchéité. Voyez ? Qui n'a pas vu dans une construction neuve ce fameux enduit tout noir qu'on vient poser sur les parpaings? Eh bien ça, c'est pas bon du tout. Pourquoi? Ici, vous allez remblayer de la terre. Ok, vous avez protégé cette face. Mais le problème, les remontées de capillarité par les fondations et à l'intérieur du vide sanitaire, vous n'allez pas les stopper. Donc votre enduit ici, mais il sert strictement à rien. À rien du tout. Et ensuite, ça nous amène à un quatrième point sensible, c'est ici, là, vous voyez la jonction fondation-enduit. C'est toujours un point sensible. Donc si vous avez ici de l'eau qui stagne, que vous n'avez pas de drain, je peux vous garantir qu'elle va passer là. Et du coup, remontée de capillarité, les parpaings vont se gorger d'eau, et dans la partie gel, il y a un risque d'éclatement. Là, je viens de vous exposer ce qu'on voit très souvent sur chantier, et qui malheureusement n'est pas bon du tout. Ça, il faut bien vous le mettre en tête, c'est de la merde. Alors, il y a souvent un truc sur internet qu'on entend parler pour les vides sanitaires, vous savez, cette fameuse arase étanche. Et regardez, alors là, c'est la deuxième connerie qu'on voit, mais c'est énorme. On va passer sur ce plan ici. Regardez, donc, c'est le même hein, que celui à gauche, mais il y a cette fameuse arase étanche qui fond au niveau de la première rangée de parpaings. Donc, si vous avez des soucis, que vous posez la question, il y a de fortes chances qu'un conducteur de travaux qui n'a pas fait son boulot, ou un constructeur, ou un maître d'œuvre, ou une entreprise, peu importe, qui vous sorte cette fameuse excuse. Ah oui, mais vous inquiétez pas, la rase étanche, on l'a fait ici. Ok, donc on va analyser ça. On a des remontées de capillarité par les planelles, l'enduit d'étanchéité ici, il sert strictement à rien. Ok, on a stoppé les remontées au niveau des murs. Pas de problème. Mais en revanche ici, regardez, au niveau de la dalle, il y a toujours de l'étanchéité. Il y a tout. Mais regardez ici au niveau de la dalle, au-dessus du plancher exactement, il y aura de l'humidité. Alors ce qu'ils font bien souvent, c'est on met un film de polyéthylène. Mais le souci, c'est que vous allez avoir de l'eau entre le dessus de votre plancher et en dessous de votre film de polyéthylène. Donc je vous encourage à aller voir sur internet ce que c'est que les moisissures, le salpêtre, la mérule, et vous allez voir que les images sont assez parlantes, et c'est souvent à ces endroits-là ici, vous voyez, le long des murs, que ça démarre. Donc ça, c'est pas bon du tout non plus. Je vais encore m'exprimer vulgairement, mais s'il faut faire comprendre les choses comme ça, eh ben on va le faire. Ça aussi, c'est de la merde. Alors, dans la partie 1, je vous ai exposé la malfaçon, c'est-à-dire ce qu'on voit très souvent sur les chantiers, que tout le monde croit que c'est comme ça qu'il faut faire, ben en fait, c'est pas bon du tout. Maintenant, on va voir ensemble les règles de l'art. Et dans ces règles de l'art pour les vides sanitaires, il y a deux solutions. La première solution, ici à gauche. Donc on repart du même principe. J'ai ma fondation, j'ai mon soubassement, mais à la différence, je vais utiliser des parpaings pleins. Ok? Et non creux. À la limite, dans le hors-gel, vous voyez, imaginez la première rangée, elle est hors-gel, on peut se contenter de mettre un parpaing creux, parce que s'il y a de l'eau, parce que si ce parpaing vient se gorger d'eau, c'est pas grave, parce que ça peut pas geler. Ok? Le gel, il s'arrête là. Par contre, ces deux dernières rangées, si elles se gorgent d'eau, qui gèle, il y a un risque d'éclatement. En utilisant des parpaings pleins, l'eau ne stagne pas à l'intérieur de ces parpaings. Ok? Donc il n'y a pas de risque d'éclatement. Le problème, c'est que ça ne nous stoppe pas les remontées par capillarité. Alors pour les stopper, la solution, elle est toute simple. Une fois que vous avez maçonné
votre soubassement, vous devez réaliser ce qu'on appelle la fameuse arase étanche, en dessous du plancher. Donc le plancher il est là. Là, il y a la première rangée de parpaings, de briques, ce que vous voulez pour les murs de la maison. Donc elle se trouve en dessous du plancher. Et regardez avec cette solution, eh bien c'est tout con. On a des remontées de capillarité. L'eau ne peut pas stagner dans des parpaings pleins. La rase étanche nous stoppe les remontées. Et on a l'eau qui est en dessous du plancher. Ça, c'est parfait. C'est un putain de bon boulot. Vous voyez, c'est pas sorcier. Les parpaings, je suis maçon, je dois les maçonner. Que vous me filez des parpaings pleins ou creux, ils seront maçonnés de la même manière. La seule différence, c'est qu'un parpaing plein, ça coûte plus cher qu'un parpaing creux. Mais on verra ça dans la troisième partie, on va faire les calculs de ce qui coûte le plus cher. Et je vous encourage à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car vous risquez d'avoir une très belle surprise. Sachant que cette arase, il faut un minimum de 2 cm. C'est très facile à réaliser. Ok ? Des petites planches de coffrage, genre de 10 cm, des épingles qu'on se fabrique, nous les maçons, vous savez, avec de la ferraille, des ronds à béton, qu'on vient plier, on fait des sortes d'épingles. C'est très facile à réaliser ce genre d'arase. Donc celui qui me dit ça prend du temps, c'est un tocard. J'ai pas d'autre mot. Et je l'assume parfaitement. La deuxième solution pour éviter de se taper une arase des coffrages, pour ceux que ça ne plaît pas, on va passer à la solution numéro 2, celle que je conseille. C'est-à-dire, on a nos fondations, nos soubassements avec nos parpaings pleins dans la partie gel et creux ou pleins au choix dans la partie hors gel. Et tout simplement, au lieu de faire une arase étanche, on va venir coffrer ici. Et on va couler du béton là. Vous voyez ? Tout ça c'est du béton. Et bien ce béton va nous stopper les remontées par capillarité. C'est tout con. C'est une solution qui est validée par les DTU. Et c'est même le DTU qui le recommande. C'est quand même dingue. Vous avez quand même une norme qui vous dit, là vous avez le moins cher et vous avez le plus efficace. Et après on va chier sur les DTU comme quoi c'est de la merde. Putain mais sérieux des fois, il y a des claques mais il n'y a pas que des claques qui se perdent, je vous le garantis. Hein. Donc ça, c'est les deux solutions. C'est du super boulot. Maintenant, dans la partie 3, on va calculer ce que ça coûte les deux. Parce que apparemment, ces deux solutions, si on respecte les normes, ça explose le budget. Eh bien, on va voir ça ensemble. Pour faire les calculs, voir ce qui coûte le plus cher entre les règles de l'art ou la malfaçon, je suis parti sur un plancher sur vide sanitaire pour une maison en bois. Donc j'ai fait très simple. Longueur 12 mètres, largeur 8 mètres. On a un mur de refend pour pouvoir poser nos poutrelles. Les croix rouges, c'est les poteaux raidisseurs. Et on part sur une hauteur de 60 cm. Donc 3 rangées de parpaings de 20 de haut. Un plancher classique sur vide sanitaire. J'ai déjà fait tous les calculs pour vous. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc on a dit la différence va se jouer sur les matériaux pour maçonner notre soubassement et pour le coffrage de notre plancher. Donc pour maçonner notre soubassement, on va avoir besoin tout d'abord de parpaings. La différence entre la malfaçon et les règles de l'art, c'est que dans les règles de l'art, je vais avoir besoin de parpaings pleins et dans la malfaçon, c'est des parpaings creux qui sont utilisés. Donc la première différence, elle est là. Vous voyez, je vais avoir besoin de 320 parpaings au total pour réaliser ce soubassement, dont 50 parpaings d'angle. Un parpaing d'angle plein me coûte 1 € de plus qu'un parpaing creux d'angle classique. Un parpaing plein standard coûte 60 centimes plus cher qu'un parpaing creux. Là, c'est des chiffres de chez moi. Donc, je vous laisserai comparer par vous-même les chiffres de chez vous. Donc, ce qui représente pour les règles de l'art, 50 et 170, un surcoût pour l'instant de 220 €. Pour la malfaçon, 0 €. Donc, vous allez me dire, tu vois, déjà, on prend 220 € dans la gueule avec la norme. Attends, Coco, on n'est pas à la fin du soubassement. On l'a pas monté, on l'a pas maçonné, on l'a pas coffré. Donc attends un petit peu avant de crier victoire, parce que tu risques d'être surpris. Ensuite, le ciment, le sable pour maçonner ces parpaings, c'est le même pour les deux. Il n'y a aucune différence. C'est juste au niveau des matériaux que ça change. Maintenant, on va voir ce que ça va nous coûter pour le coffrage du plancher. Tu vois, il y a une petite différence déjà là. Les règles de l'art, qu'est-ce que ça va me coûter? 1 heure de coffrage. Sachant que je pars ici avec une personne qui est seule, un artisan maçon, qui a son compte, à outillage égal. Tu vas me dire, mais putain, tu coffres ça en 1 heure, toi? Mais t'es malade ou quoi? Eh bien, regarde avec quoi je coffre.
Je parle de cet outil sur le forum, je vous mets un lien dans la description de cette vidéo. En revanche, de la malfaçon, il va falloir acheter des planelles. Donc là, je ne me suis pas embêté pour gagner du temps, tu vois, j'ai même pris des planelles de 1 mètre de long. D'habitude, on maçonne plutôt avec du 50. À 3 € la planelle, 120. 2 sacs de ciment, 200 kg de sable. J'ai compté une bonne matinée pour maçonner tout ça. Alors, il y en a qui me diront, oh, une matinée? Bon, 1 heure, c'est fait. Bah ouais, tant qu'à faire de la merde, autant faire de la merde, il n'y a aucun souci. Donc, j'ai compté, je le redis, une bonne matinée, donc 4 heures de main-d'œuvre à 50 € par heure. Et regardez, j'ai rajouté une petite plus-value du demi-journée. Alors pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, toi, le temps que tu maçonnes, que tu poses ton plancher, moi, mon coffrage, il est fait en 1 heure, j'ai déjà posé mon plancher, et voire dans l'après-midi, je le coule. Alors que toi, tu vas devoir attendre que les planelles, eh bien, elles sèchent un petit peu, que le mortier tire un peu, pour pouvoir venir couler. Donc tu te prends une demi-journée de plus-value dans la tronche. Donc tu vois déjà la différence là? Mais attends, c'est pas fini. Ensuite, on va parler de ce fameux enduit bitumeux. Pour les règles de l'art, il n'y a pas besoin d'enduit bitumeux, pour une simple et bonne raison. Non seulement mes parpaings pleins ne craignent pas l'eau, donc pas besoin d'enduit. Un parpaing qui est enfoui dans de la terre, dans de l'eau, ça ne casse pas, contrairement à ce qu'on a pu lire sur le net au début de la vidéo. Et ce qui va faire ma coupure de remontée de capillarité, c'est que je vais couler du béton partout. Pour réaliser ton enduit bitumeux ici, là, je prends un enduit tout prêt, vous savez, le fameux enduit tout noir là qu'on vient... Et ensuite, on vient badigeonner les parpaings. Donc, il va te falloir 2 seaux. Et j'ai compté 1 journée. Alors, tu vas me dire, putain, c'est énorme. Eh oui, parce que je pars du principe que tu es censé l'appliquer, ce produit, en suivant les prescriptions de mise en œuvre du fabricant. Et qu'est-ce qu'ils disent? Une grande majorité de ces fabricants, tu viens d'abord ratisser ton mur avec l'enduit. Ensuite, avec un peigne de 3 mm, tu viens étaler une première couche, tu laisses sécher. Et ensuite, la deuxième, tu viens combler. Donc, tu vois, si on respecte les règles de l'art, il te faut 1 journée. Alors, je vais être sympa, regarde. Je vais même calculer le mec, il en a rien à branler comme ils font la plupart, c'est-à-dire ils vont juste mettre un peu de noir, ils vont juste mettre un peu de noir, histoire de faire croire qu'ils ont fait du bon boulot. Donc ça, je vais le diviser même par 2 à la fin. Tu vois, je vais enlever, allez, ça fait combien? Ça fait 530, on va dire. Allez, j'enlèverai 250 €. Et pour finir, l'hydrofuge du premier rang de maçonnerie. Cet hydrofuge, il faudra le rajouter, enfin, il le rajoute au mortier de la première rangée. Qui, je le rappelle, si ton soubassement et ton vide sanitaire est fait dans les règles de l'art, il n'y a pas besoin de cette première arase. Sauf cas spécifique pour des matériaux comme le béton cellulaire ou la brique. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, le bilan, ça donne quoi? Eh bien, voilà. Alors, pour les règles de l'art, regarde, on a 270 € en plus par rapport aux matériaux. Mais en revanche, la malfaçon nous coûte en matériaux 1055 €. Si on fait la différence entre la malfaçon et les règles de l'art, la malfaçon nous coûte 785 € de plus. Allez, je vais être sympa comme le blaireau d'avant. Je suppose que l'enduit ne va pas respecter les prescriptions de mise en œuvre des fabricants. Il va badigeonner comme un porc. On va enlever 285 €. Donc la malfaçon, en matériaux, coûte 500 € de plus. Sachant que tu perds du temps aussi. Hein, parce que le temps de maçonner le planel et tout, moi dans la journée, j'ai coffré, j'ai posé le plancher et je l'ai coulé l'après-midi. Ça fait une très belle journée. Par contre, hein, c'est pas du 8h midi, 14h, 17h. Hein. Là, tu peux t'apprêter à faire une putain de bonne journée. Si ce style de vidéo vous plaît, parce que des exemples comme ça, je peux vous en citer sur la construction d'une maison neuve de A à Z, et vous allez voir, vous allez halluciner. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à plus. Il va te falloir 2 seaux d'enduit, et encore j'ai pris... Putain, mais... Alors que pour réaliser, putain de scooter de merde, c'est un endroit calme et à chaque fois que je fais une vidéo, il y a toujours un blaireau qui vient casser les couilles. Quoi. Allez, vas-y la bagnole aussi, hein, passe, ouais, vas-y. Allez, casse-toi. Alors, je reprends.